Yaurana Manaha. Aujourd'hui, parlons accès à la terre avec les terres domaniales. Qui peut y accéder? Faut-il un projet spécifique pour en bénéficier? Et surtout, c'est quoi les terres domaniales? On va le voir avec nos deux invités. D'un côté, Candice You, responsable de la section du domaine de la DAF, la direction des affaires foncières. Yarana. Yarana. Et elle est accompagnée par Rayar Itama, gestionnaire de biens domaniaux, lui aussi à la direction des affaires foncières, la DAF Yarana. Yarana. Vous l'aurez compris, on va parler des règles et des démarches pour obtenir un lot et surtout comment le territoire encadre-t-il ces terres pour garantir un usage responsable et équitable. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans Manava, votre émission Infoservice. Les terres domaniales, nos invités en parleront mieux que moi, mais c'est un patrimoine public essentiel géré par le pays pour soutenir que ce soit l'agriculture, l'habitat et certains projets économiques. Chaque année, plusieurs centaines de demandes sont déposées auprès des services compétents. On a de la chance, on a des services compétents sur le plateau aujourd'hui, mais attention, seuls les projets solides et conformes aux critères sont retenus. Par exemple, il faut respecter la loi du pays 2021-53, j'ai bien appris ma leçon, et les procédures d'inventaire pour assurer une gestion équitable et durable. Je me tourne vers toi, Rayar, et pour la toute première question qui est, c'est quoi finalement les terres domaniales? Alors, on ne peut pas parler de terre domaniale, mais on est obligé de parler du domaine public en général. Et le domaine public, c'est plusieurs, on va dire, c'est plusieurs parties. Hein. Ce n'est pas que des terres, et Candice pourra compléter aussi, c'est par exemple, il y a des terres, mais la partie aussi rivière, même le bord de la mer, c'est aussi du domaine public. Mhm. Et c'est pour ça que ce n'est pas simplement une terre domaniale, c'est vraiment le domaine public. Et peut-être que Candice va compléter aussi cette Et je définition. me tourne vers toi, Candice, du coup. Oui, en effet, donc il faut entendre les locations qui sont sur le domaine privé du pays, mais les occupations qui sont autorisées sur le domaine public du pays. Donc ça peut être en effet le domaine public fluvial, mais on le voit plus souvent sur le domaine public maritime. Et l'exemple le plus parlant, par exemple, ce sont les bungalows sur l'eau, les bungalows donc des porteurs de projets hôteliers, Ok, donc mais un hôtel qui a aussi des bungalows, il a tout fait à une fait demande au pays pour pouvoir étendre finalement sa son structure. activité. Tout à fait, voilà. Mais du coup, d'où est-ce qu'elles viennent, ces terres? Alors, autant quand il s'agit de ce genre d'exemple hein, sur la mer, ça me semble assez logique, mais ces terres-là, comment est-ce qu'elles sont devenues des terres domaniales, enfin, des terres du domaine? Alors, principalement par le biais de l'acquisition, Mhm. mais après, il faut remonter à l'histoire du Code civil, l'introduction du Code civil en Polynésie, où donc il y a bien une partie en fait des terres qui sont donc qui font partie du patrimoine du pays par défaut, c'est-à-dire qu'à défaut de titre, de personnes qui sont venues et qui se sont manifestées comme étant les propriétaires, eh ben le pays en fait une gestion par défaut. Donc on a les acquisitions et ces fameuses terres acquises, gérées par défaut. Donc, on peut expliquer finalement la différence entre une terre domaniale et une propriété privée, par exemple, d'un particulier. Ce sont deux choses bien différentes. Oui, c'est bien différent parce que la réglementation est différente. Par exemple, pour un particulier, enfin pour un particulier, pour des gens normaux, ils n'habitent pas le terrain domanial, par exemple comme toi et moi, on a une terre qui vient de nos parents, hein, c'est un héritage dans certains cas où j'achète le terrain. Donc ça n'a rien du tout à voir avec le domaine public. Le domaine public, c'est vraiment des biens qui appartiennent au pays. D'accord. Qu'on va pouvoir louer, je suppose. Là, on parle de location, de locataire sur ces terres. Sur le terrain du domaine, Oui, alors on va plutôt parler une occupation. d'accord. Hein, donc, soit une personne morale ou une personne physique vient et demande une autorisation d'occupation sur les terres domaniales. D'accord. Donc là, on parle de location. Candice, tu voulais compléter peut-être les propos de Rayar I? Oui, en effet, bon, après, ils viennent. Donc, sur le domaine privé, on va venir conclure des baux et après, sur le domaine public, on va venir autoriser des occupations, puisque les occupations sur le domaine public sont, elles, précaires, elles sont temporaires. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle AOT, d'occupation du domaine public temporaire. Hein. D'accord. Donc là, on Voilà. parle finalement de ces de terres. Hein. On parle de terres domaniales depuis le début. C'est le Mhm. terme que j'emploie. Mais Candice, ça peut être des locations style meublé. Genre, ça veut dire des terres avec, par exemple, des bâtiments dessus.
Alors, le pays ne dispose pas dans son patrimoine énormément de biens bâtis, hein. Ce sera plutôt des biens, enfin des terrains nus. Voilà. Et en général, nos locataires occupent voilà, ces terrains nus. Et après, en fonction du projet, ben, on vient conclure des baux D'accord. qui Donc, peuvent être spécifiques. ça dure combien de temps? Parce que tu disais qu'indice, Mm. que ce sont des baux qui sont précaires. Ça veut dire quoi en termes de temps, Rayari? Alors, ça peut durer, parce qu'il faut séparer tous ceux qui sont à moins de 3 mois, Mhm. et ça peut être une année, par exemple, même ça peut être un jour. Il y en a qui occupent le terrain juste pour la journée. Mm. Il y en a qui vont faire sur 3 ans, Mhm. 6 ans, 9 ans. Même, et si c'est des grands projets, ça peut aller jusqu'à 99 ans. Donc, 99 ans. là, on parle, je reprends l'exemple de l'hôtel dont on parlait tout à l'heure avec Indice. Bon, il est évident qu'on va pas occuper une terre domaniale pour 3 mois si c'est si Non, c'est évidemment, ce genre de projet. Ça dépend du projet, ça dépend de l'ampleur du projet. Ouais. Mhm. Donc, il faut respecter, je suppose, certains critères. Les critères comment dire, peuvent changer en fonction du projet, Rayari? Je pense que c'est pas la même chose, par exemple, pour une personne qui veut juste occuper à la journée, Mhm. donc, ou pendant 6 mois. Là, dernièrement, on a eu des scientifiques qui veulent juste occuper à un moment donné, juste pour faire des prélèvements. Mhm. Donc, tout ce qu'on demande, c'est est-ce que le terrain, est-ce que les gens qui seront là seront sécurisés? Est-ce est-ce que tout est prêt? Est-ce que toutes les demandes ont été faites? Parce qu'il faut avoir affaire aux autres services du pays, la DEPAM, la DIREN, toutes ces demandes d'autorisation. Là. Ça dépend du projet en lui-même. Bon, pour un hôtel, c'est clair que c'est particulier. Justement, je me tourne vers toi, Candice, parce qu'il me permet une transition parfaite, puisque si on parle, par exemple, de terres agricoles, là, c'est un petit peu différent, puisque là, il faut s'adresser à un autre service, c'est ça? Oui, on est alors 7 gestionnaires du domaine du pays, parmi lesquels en effet la direction de l'agriculture. Et pour les demandes à vocation agricole, en effet, depuis 2020, Mhm. toutes les demandes doivent être adressées à la direction de l'agriculture. Donc, on l'a bien compris, il faut qu'il y ait un projet, finalement, faire sa demande. Le but de l'émission, c'est aussi parfois de briser les idées reçues. Il y a une idée reçue sur le fait que, Candice, certains étrangers ont plus accès à ces terres domaniales. C'est une idée reçue qu'il faut ranger dans le placard. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, on vient, nous, dans le cadre de l'instruction du dossier, saisir différents services techniques pour avis Mhm. et dont le maire de la commune qui, lui, vient aussi rendre un avis sur est-ce que la personne est bien sur site, est-ce qu'elle va exploiter la parcelle. Donc, tous ces critères, oui, sont nécessaires à une bonne instruction du dossier. Est-ce qu'il y a d'autres critères IRI, comme par exemple des critères particuliers, que ce soit de résidence dans la commune pour utiliser un terrain qui est dans telle ou telle commune ou d'autres choses? Généralement, on se fie au conseil de la mairie pour savoir si la personne, elle est bien résidente de la commune, si c'est pas quelqu'un. Mais après, des fois, ce sont des personnes morales. Il peut agir pour une entreprise ou pour une société. Et c'est pour ça que des fois, c'est un peu trompeur parce que la plupart de ceux qui s'occupent de la société, voilà, c'est pas forcément des Tahitiens. Ah, d'accord. C'est peut-être de là d'où vient l'idée Exactement, ça peut reçue. venir de là, cette idée reçue. Mhm. Et donc, non, c'est tout le monde, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Alors, continuons justement sur depuis tout à l'heure, on parle que ce soit tu parlais de scientifiques, par exemple, qui viendraient prélever la terre. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a d'autres demandes à faire. Mais imaginons, projet hôtelier ou d'autres projets. Ça veut dire que finalement, pour pouvoir utiliser ce genre de terre, il faut obligatoirement un projet. On ne peut pas venir faire une occupation si on n'a pas de projet concret. Après, ça dépend de la terre, ça dépend du projet, ça dépend de... il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Hein. Mais c'est vrai que, de base, c'est bien d'avoir un projet. Parce que si on va sur une terre domaniale, la première question, c'est qu'est-ce que vous allez faire sur cette terre? Mhm. Ou bien, qu'est-ce que vous allez faire de cette concession maritime? Mhm. Il y a toujours cette question à poser. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette terre? Évidemment, on ne va pas juste dire, ah non, je voulais juste faire une cabane. Non. Et tu fais quoi avec la cabane? Tu vas y habiter? Non, finalement, tu ne peux pas y faire parce qu'on ne peut pas, on ne peut plus. Donc, il y a ce genre de questions à poser. Combien de financement? Est-ce que les plans, est-ce que ce n'est pas juste un projet ou une idée?
hein. Donc, on ne peut pas donner les terres domaniales si c'est juste basé sur une idée. Il Alors, faut vraiment qu'il y ait un projet derrière. j'exagère un petit peu le trait, vous avez l'habitude, mais effectivement, on ne peut pas occuper une terre juste pour le kiff ou pour garer sa voiture. Il faut toujours qu'il y ait un objectif. Pas derrière, Oui. Candice, je voyais que tu voulais réagir. Oui, en effet. Après, il ne faut pas oublier que le pays, comme pour le privé, on subit la pression foncière. Donc, il faut qu'on fasse une juste utilisation du domaine du pays. Il faut que ce soit justifié. On va quand même favoriser des porteurs de projets qui ont un vrai projet, Une vraie voilà, priorité. une vraie priorité. Et ça me permet finalement de faire une transition parfaite, décidément, sur les types de projets qui sont priorisés. Alors, agriculture, on n'en parlera pas forcément, puisque Mm. là, c'est encore une fois un autre service, mais logement, activité économique, je reprends mon exemple, exagéré encore une fois. Si je demande à avoir l'occupation de telle terre juste pour garer une voiture, alors que quelqu'un d'autre a un vrai projet économique d'entreprise, je suppose qu'il y aura une priorité pour la deuxième personne, Oh Candice. oui, c'est sûr que le pays de toute façon viendra toujours en soutien aux activités économiques avant de venir autoriser une occupation qui ne viendrait pas générer derrière de l'emploi. Voilà, donc oui, c'est le soutien économique avant tout. Donc, les domaines qui sont priorisés, RIRI, il y a du touristique ou d'autres choses qui sont priorisées? Non, généralement, c'est commercial et touristique. Après, je tiens quand même à préciser que une fois que le dossier est instruit, on a affaire à plusieurs services. Et il y a ce qu'on appelle la commission des domaines. Mhm. Et dans cette commission-là, il y a plusieurs services qui sont là et ils posent des questions. Ils posent des questions, combien ça coûte, c'est sur combien de... Est-ce qu'on a vraiment besoin de 3 hectares? Est-ce qu'on ne peut pas le faire juste sur 3000 mètres carrés? Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une enquête qui se fait. Il y a vraiment des questions qui sont posées par rapport au projet. Et ça tombe bien, puisqu'on continue sur cet élan, à savoir les étapes pour déposer une demande. On a notre projet, on l'a mis dans le dossier. Est-ce qu'il y a, par exemple, voilà, ce genre de détails? Combien est-ce que ça va coûter? La taille de l'infrastructure qui sera utilisée ou qui sera créée? Tout ce genre de choses, c'est des choses qu'il faut mettre dans le dossier RIRI. Oui, en fait, on demande l'identité de la personne. Est-ce que Mhm. c'est une personne physique, une personne morale? Et s'il y a une construction, on demande même les plans de la construction. De quelle manière va se faire? Est-ce qu'il y a une étude? Si, par exemple, le terrain est en montagne, il faut voir, il faut faire une étude du terrain. Est-ce que c'est pas dangereux pour l'entreprise? Est-ce qu'ils ont déjà pensé à ça? Parce Mm. que s'ils visent un terrain en particulier, ça veut dire qu'il y a un projet. Et donc, il faut faire des études. Voilà, il y a toutes ces choses qui sont prises en compte. Et s'ils le veulent, ben, ils doivent présenter ça. Et pour que nous puissions avoir toutes ces données-là et défendre ce dossier quelque part devant la commission des domaines et leur dire que ce projet est intéressant, voici les papiers, voici les plans, enfin, voilà. On pose toutes les questions possibles aux porteurs de projet, comme ça, pour qu'on puisse être favorable À ce à ce projet, à cet projet. objectif. Candice, je voyais que tu voulais réagir encore une fois de ce que disait RIRI. Oui, des fois, c'est parfois même l'erreur. On ouvre des demandes et on s'aperçoit que les gens, en fait, n'apportent pas les éléments pour venir défendre leur dossier. Mm. Donc là, on les rappelle, on leur demande de venir compléter leur demande. Et oui, il faut mettre tous les éléments pour venir convaincre, en fait, l'autorité compétente de bien vouloir délivrer une autorisation ou autoriser un bail. Alors La justement, commission d'appel. parmi toutes ces, comment dire, tous ces éléments dans le dossier, on va prendre un exemple, encore une fois fictif. J'ai toujours fait de la télé et demain, je vais ouvrir une entreprise pour faire des pneus. J'en ai jamais fait. Mm. Est-ce que si je viens avec ce dossier, est-ce qu'il ne faut pas que j'ai, par exemple, une expérience dans ce domaine? Est-ce que ça peut jouer dans la création de l'entreprise et donc dans l'acceptation de la location de telle ou telle terre? Eh ben, c'est un très beau projet et en effet, on vient pas juste décrire le projet, mais on vient apporter toutes les pièces qui pourraient en fait justifier et convaincre, hein, comme tu le disais, un plan de financement, une ébauche du plan. Voilà, nous on prend tous les éléments et en plus on a d'éléments et plus on est convaincant. Justement, on part sur finalement combien de temps ça prend pour le processus RIRI. Je suppose que c'est au cas par cas, ça dépend aussi de la taille de l'infrastructure. Ouais, ça peut prendre du temps, comme ça peut être rapide, mais on va dire quoi, entre 3 mois, peut-être 6 mois. On ne va pas se mentir aussi, hein, parce que ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut justement, ça dépend du projet. Il faut qu'on demande l'avis d'autres services. Si c'est en lié, par exemple, si c'est lié aux pneus, donc il faut qu'on demande l'avis de la direction de l'environnement. Bien sûr. Voilà, il y a tous ces services-là et on a besoin d'avoir leur avis. Et donc,
Si plus le dossier est complet, plus leur avis sera pertinent par rapport à la demande d'occupation. Donc, finalement, voilà, si jamais parmi tous ces 6 services, par exemple, il y en a 3 qui disent, bon, on n'est pas très favorable, ou bien on met sous réserve parce qu'on veut des explications par rapport à ça. Pourquoi les pneus? Quel genre de pneus? Est-ce que c'est pour les scooters, pour les trottinettes, pour les camions? Voilà, il y a tout ça. D'où viennent les pneus? Enfin, voilà, il y a tout ça. Est-ce que le terrain va être classifié? Voilà, toutes ces questions sont intéressantes et au dossier. Et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment avec des services compétents, puisque c'est un exemple fictif, mais il y a déjà ce genre de questionnement. C'est vraiment au cas par cas. Pareil qu'Indice pour le prix de la terre. Ça dépend, je suppose, de la taille, de l'endroit, ça dépend de beaucoup de choses. Oui, en effet, bon, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi de notre arrêté de tarification, surtout, hein, qui est notre base de travail. Donc, on va utiliser donc, ce fameux arrêté qu'on appelle 136 CM et qui, oui, en fonction de la commune et de la situation géographique, donc en montagne, en plaine, vont venir déterminer le tarif applicable. Alors, j'ai fait mon projet, on va rester sur ce projet de pneus. Est-ce que moi j'ai des obligations? C'est-à-dire que j'ai fait comment dire, un bâtiment pour pouvoir faire ces 10 pneus. Est-ce qu'il faut qu'à la fin de mon bail, dans je ne sais combien d'années, il faut que je détruise le bâtiment en question? Est-ce qu'il y a d'autres obligations comme celle-ci qu'il faut que je respecte? Oui, donc, comme dans tout contrat, hein, on est lié par des conditions et des obligations. Donc, les obligations, ce sera surtout en fonction du projet, en fonction de ce que tu vas apporter sur le domaine du pays. Et là, donc, les différents services techniques qui sont saisis lors de l'enquête, hein, c'est la phase enquête dans le cadre de notre instruction, vont venir mettre des préconisations. Donc, ces préconisations vont être reportées dans soit le bail ou l'autorisation. Et en effet, à l'issue de cette autorisation d'occupation ou de bail, tu dois soit remettre en état le domaine du pays, ou si l'autorité compétente décide de récupérer le bien, dans ce cas, il intègre le patrimoine du pays. Donc finalement, ce bâtiment pourra servir à d'autres projets. Et si, auquel cas, on se rend compte que je n'ai pas respecté toutes les obligations, si on reprend encore une fois cet exemple de pneus, que je n'ai pas respecté mes obligations auprès du service de la DIREN, de la direction de l'environnement, et je peux avoir comment dire, des conséquences REIR-I, comme la restitution du bien en question. Et en fait, tout est rigide dans dans la demande d'occupation. Il y aura un contrat, il y aura un arrêté qui sera fait et tout sera marqué à l'intérieur. Donc, évidemment, la première obligation du locataire, c'est celui de payer son loyer. Et donc, si jamais il n'y a pas de paiement de loyer, évidemment qu'il y aura des conséquences. Ça peut être la rupture du bail, ça peut être on annule le contrat parce que tu n'as pas respecté. Mais bon, on va dire que, encore une fois, c'est le contrat, c'est bien le contrat qui dit tout. Si tu ne payes pas ton loyer, voilà les conséquences. Si tu fais ça, voilà les conséquences. Aïe, 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 j'ai un loyer à payer. Du coup, j'ai déjà prévu dans mon projet de pouvoir sous-louer une partie de l'endroit que j'aurais construit. Ça, qu'indice, je suppose que c'est pas très, très autorisé. Ça dépend des projets? Oui, en effet, j'ai envie de dire que pour les baux communs, donc on a bien une disposition dans le bail qui l'interdit. Mais après, en effet, on a des baux spécifiques dans le cadre de grands projets. Et là, la cession, alors c'est un outil un peu particulier qu'on appelle la cession de droit au bail. Elle doit être autorisée par l'autorité compétente. Donc, c'est prévu, il y a une procédure. Donc, pour répondre à ta question, ça dépendra du type de bail qui sera consenti. Et je suppose qu'une fois qu'on a fait son projet, c'est pas juste, on te fait confiance pendant je ne sais combien d'années. Il y a un suivi, il y a des personnes qui viennent sur place pour voir si le projet avance bien, si les obligations sont respectées. Alors bon, on va être tout à fait honnête, on n'est pas assez de fonctionnaires pour aller vérifier chacune des clauses et conditions du bail. Pas quotidiennement, Mais en tout cas. Oui. après, voilà, après, oui, on essaye de veiller à la bonne exécution du bail. Il y a des aides, par exemple, si on est perdu. On a un projet REIR-I, on sait que c'est un projet qui va voir le jour, qui sera très positif, mais on ne sait pas trop comment faire. On connaît les gens qui ont un peu peur parfois de la paperasse. Est-ce qu'il y a, que ce soit des guides, des accompagnateurs pour ce genre de projet? Alors, il y a des agents super compétents au domaine et qui peuvent nous renseigner, qui peuvent nous accompagner sur les démarches à suivre par rapport à la demande d'occupation, demander des informations. Alors, plus on est clair dans la demande, plus la réponse sera claire. Donc, ça c'est
bien entendu. Alors justement, vu qu'on est déjà dans l'émission, Candice, est-ce qu'il y aurait un conseil, une règle d'or que tu conseillerais à tout le monde de respecter si quelqu'un a un projet, par exemple? Déjà, tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure, que bien compléter tout le dossier, bien réfléchir à tous les aspects du projet. Oui, c'est vrai, on n'y pense pas. On a l'impression que quand on dépose un dossier, le service a suffisamment d'éléments et devra faire avec les éléments qui sont dans le dossier. Ben non, moi, j'encourage les gens à apporter un maximum d'informations et même que ce soit des photographies, des vidéos, mettre un maximum d'informations à l'appui de la demande. Il faut être convaincant. Voilà, Et il faut être convaincant. Ouais. directement, si vous avez besoin d'aide, encore une fois, il y a les services compétents qui sont là pour vous aider. Avant de passer à la suite, Riyar, il a la même chose, une règle d'or à respecter. Alors, la règle d'or, ce serait d'être patient, hein, parce que nous sommes un service administratif et on fait affaire, enfin, on travaille avec d'autres services et avec aussi les communes. Et donc, c'est bien que les gens soient patients aussi, parce que des fois, on nous présente des dossiers et en fait, ils croient qu'ils sont dans un restaurant où on a tout de suite la réponse dans 15 minutes. En fait, non, non, ça prend du temps. Ça prend du temps et il faut comprendre. Il faut comprendre. Si vous ne compreniez pas ce qu'étaient les terres domaniales, j'espère que les choses ont changé avec cette émission. Justement, on termine en beauté avec un projet, celui de Wendy Tepa, porte-parole de l'association des fleuristes de Oroveil, qui nous parle de son projet horticole dans vos questions express en images. Alors bonjour, moi c'est Tepa Wendy, horticultrice et occupante d'un terrain domanial. Je plante beaucoup pour ensuite revendre mes plantes après. Parce qu'en fait, j'avais une pépinière sur Punavia. J'étais dans une association de Punavia. Et ensuite, il y a eu le fait que la mairie récupérait le terrain. Donc, avec l'aide de la DAF, ils nous ont proposé justement un terrain domanial sur Papara. Et puis, petit à petit, les choses se sont entamées et puis ça s'est fait tout doucement, très lentement. Mais ça y est, cette année, on a pu occuper le terrain. Donc, voilà, aujourd'hui, j'y suis maintenant. Je trouve que c'est une belle opportunité quand même de pouvoir accéder à des terres domaniales par rapport à mon métier d'horticultrice. Donc, je peux aujourd'hui facilement agrandir mon exploitation en fait. Donc, le fait que la DAF nous a attribué ce terrain justement sur Papara, il y a beaucoup d'avantages aussi. Déjà, le fait que c'est un terrain en fait qui est bord de route. Donc, plus accessible et il y a plus de visibilité aussi par rapport à la clientèle. Ensuite, l'avantage aussi qu'on a par rapport à l'exploitation, au terrain de Papara, c'est que au début, j'étais dans une association de Punavia horticole. Donc, le fait d'être maintenant sur Papara m'évite de me taper la circulation, de me lever tôt et puis voilà quoi. Par rapport aux démarches pour pouvoir avoir le terrain domanial, ça a été très long, on va pas le cacher, ça a été très long parce que les démarches ont commencé en fait en 2020. Donc après, il y a eu la période de Covid, donc ça a stoppé. Et puis voilà, après le Covid, on a repris après les démarches avec... on était une équipe en fait, quand on a monté la démarche pour pouvoir avoir le terrain justement sur Papara. Et puis voilà, aujourd'hui en 2025, et c'est qu'aujourd'hui qu'on a pu occuper le terrain en fait. Et puis voilà, si vous avez des projets par rapport au terrain domanial, donc n'hésitez pas, foncez, n'ayez pas peur, n'abandonnez surtout pas. Et puis le résultat, quand il va y arriver, franchement, vous ne serez pas déçus. Vous pouvez vous rapprocher aussi de la mairie afin qu'ils puissent vous aider dans vos démarches par rapport au papier.
Encore une fois, si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous rapprocher à des services compétents et ça tombe bien. On va poursuivre avec www.service-public.pf/daf pour le site de la direction des affaires foncières. Sur le site de la DAF, vous avez cette brochure avec l'explication de la réglementation en vigueur, comment faire une demande, les tarifs qui seront au cas par cas, finalement comme on l'a vu, en fonction de vos projets et des conséquences si vous ne respectez pas vos obligations. Attention. Et les contacts nécessaires si vous en avez besoin, 40 47 18 18. Je répète, 40 47 18 18 et le mail daf.direction@foncier.gov.pf. Et voilà les amis, j'espère que cette émission vous aura aidé si vous avez des projets. Merci beaucoup Candice pour ta présence aujourd'hui. Et merci pour toutes les informations que vous nous avez données. Marouroumet et Yeri. Malheureux. Merci aussi à vous de nous avoir suivis comme tous les soirs. N'oubliez pas à 18h votre V à Tahiti. Maururu itatatou farerir a trahuma. Parhena.